Difficile de voir un arbre être abattu, de percevoir la forêt comme une culture. Pourtant, l'industrie du bois est un des moteurs de la croissance verte dans de nombreux secteurs comme le bâtiment ou encore l'énergie. Une industrie qui engendre aujourd'hui 450 000 emplois. Le point de départ, l'exploitation forestière. Il y a plusieurs catégories de bois, plus ou moins nobles, plus ou moins rentables. L'exploitant forestier dresse une hiérarchie d'usage. Ça va être la tonnellerie sur le chêne, ça va être aussi le sciage, en sciage feuillu, il faut faire de la parqueterie. Sur le chênage résineux, deux grandes destinations, vous allez avoir l'emballage, les palettes, les caisses, etc. ou la charpente, pour faire les maisons, tout simplement. Et puis vous avez ensuite la trituration, donc pour faire des panneaux, pour faire de la pâte à papier et du papier. Et puis je dirais en dernier lieu, l'énergie bien entendu. Et au final, ça fait du monde à satisfaire. Mais la forêt française peut-elle vraiment fournir assez de bois ? Y a-t-il un risque de déforestation en France métropolitaine ? L'IGN, en charge de l'inventaire forestier, est plutôt rassurant. Nous observons l'évolution de la forêt. Nous observons qu'il y a plus de bois qui pousse qu'il n'en est utilisé. Donc nous avons un d'utilisation. Actuellement, il se situe à peu près à 50% de l'utilisation de la croissance biologique. Toutefois, depuis quelques années, la demande en bois énergie explose. Surtout la plaquette forestière. Il s'agit du bois qui a le moins de valeur commerciale. En somme, les résidus d'une exploitation. Branches, cimes ou de petits arbres, comme ici sur cette parcelle de chêne. Les essences les moins rentables sont retirées pour optimiser la croissance des autres. En fait, l'entretien de la forêt se fait très régulièrement afin de créer des bois de qualité par la suite et de se retrouver avec des essences valorisables pour le propriétaire. Donc pour le coup, là, on développe le chêne pour une valorisation en ameublement ou autre destination, sillage ou bois de structure. Cette opération s'autofinance par la vente du bois broyé en copeaux. Une plaquette forestière composée de n'importe quelle essence. Destination, les chaudières collectives et industrielles. Elles se sont multipliées suite au Grenelle de l'environnement grâce au Fonds Chaleur, une enveloppe de l'État de plus d'1 milliard d'euros pour développer la filière. Résultat, selon les chiffres de l'ONF, la vente de plaquettes forestières a été multipliée par 10 entre 2007 et 2014. C'est sur le territoire des Alpes de Haute-Provence, en région PACA, que sont apparues les premières chaufferies collectives fonctionnant avec de la plaquette forestière. Je suis chargée de mission charte forestière, c'est-à-dire qu'en fait, je travaille pour 3 communautés de communes, donc la vallée d'Ubaye, Ubaye-Serponçon et le Pays de Seine, pour tout ce qui est développement de projets autour de la forêt, de la filière bois. Il y a une 20 ou 24 chaufferies en fonctionnement aujourd'hui et qui représentent une consommation d'autour de 2500 tonnes de plaquettes forestières par an. Sur ce territoire, la commune de Solonay. Chaque année, 60 tonnes de combustible sont déversées dans ce silo, utilisé pour chauffer la mairie, la maison communale et l'école. 3 bâtiments publics en réseau chauffés par cette chaudière. Pour la commune, ça a été une économie certaine. Alors certes, l'investissement était important, mais au niveau du fonctionnement, par rapport à du fioul, c'était ce qu'on avait avant, on est à plus de 30%, enfin en gros 30% de moins. Une bonne affaire donc, mais le maire s'inquiète. Car de plus en plus de grosses chaufferies industrielles voient le jour. Des chaufferies qui absorbent chaque année jusqu'à 150 000 tonnes de bois. Essentiellement de la plaquette forestière. C'est le cas de cette centrale à Pierre-Latte. 2500 fois la consommation de la petite chaufferie de Solonay. Une usine qui produit de la chaleur et aussi de l'électricité. L'usine a une capacité de production de 12 MW électriques et 29 MW thermiques de chaleur.
Pour cela, elle brûle 20 tonneurs de bois et fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24. Ces nouveaux acteurs sur le marché créent une augmentation de la demande qui dynamise la filière bois dans son ensemble. Mais attention, au conflit d'usage prévient l'exploitant forestier qui fournit la petite chaufferie de Solonay. Notre profession, elle est quand même assez sinistrée et donc on a besoin d'unités qui se créent avec des stabilisations de marché et ensuite des contrats. Après, il faut qu'il y ait quand même un contrôle des circuits courts et des productions de territoire avec un maintien de l'approvisionnement pour les petites chaufferies pour lequel on prône cela déjà depuis une quinzaine d'années. Un risque de conflit d'usage entre les petites et les grandes chaufferies, mais pas seulement. Rappelons-le, la plaquette forestière est issue d'un bois sans grande valeur commerciale, tout comme le bois de trituration utilisé pour la papeterie. Donc là, voilà le genre de bois qui sert au papier, ici ou ici. Donc vous voyez des bois un petit peu tordus, de faible diamètre ou de faible qualité, où on ne peut pas faire de tri, en fait, on ne peut pas valoriser. Une papeterie comme celle de International Paper dévore 1 300 000 tonnes de bois par an. Pour éviter un surcoût d'approvisionnement, un rayon de 150 km a été établi autour de l'usine. Pas plus, mais difficile de faire moins. C'est vrai que si vous regardez l'inventaire forestier national, c'est-à-dire ce que nous dit le résultat biologique de l'accroissement de la forêt, on devrait s'alimenter finalement dans un rayon beaucoup plus court. Or, on constate d'année en année que la réduction de cette distance est très difficile. Ce qui démontre bien que finalement, l'accessibilité à la forêt n'est pas aussi facile. Pour être accessible, la forêt doit être gérée un peu comme une entreprise. C'est le cas dans le secteur public, mais beaucoup moins dans le secteur privé. Et pour cause, 3/4 des forêts françaises appartiennent à des propriétaires privés, qui disposent le plus souvent de toutes petites parcelles. Ça, c'est le cadastre, donc sur les Cévennes. Comme on peut voir, c'est un millefeuille de petites parcelles. Il faut savoir qu'en Cévennes, en fait, grosso modo, la taille moyenne de surface par propriétaire, c'est 3,5 hectares. Et ces 3,5 hectares sont divisés en moyenne en 7 parcelles, donc d'un demi-hectare, qui ne sont pas forcément contiguës. Donc on peut voir sur ce plan toute la complexité pour faire de la gestion forestière. Gérer une petite parcelle n'est pas rentable. Du coup, beaucoup de propriétaires n'y voient aucun intérêt. Seuls ceux qui possèdent plus de 25 hectares ont l'obligation de gérer leur forêt. Et donc de la rendre accessible avec des dessertes pour les engins et aussi d'établir un plan de gestion simplifié. Ça donne la garantie aux propriétaires que son patrimoine, donc dans le sens de la demande qui nous a été faite ici, permette d'obtenir le meilleur rendement sans altérer le capital. En somme, il faut que la forêt produise du bois dans la durée et de la meilleure qualité possible pour être vendue. Problème, la succession des terres. L'héritage est divisé par le nombre de successeurs. Ainsi, souvent une parcelle soumise au plan de gestion ne l'est plus après division. Le morcellement s'accentue et la ressource est de moins en moins disponible. Il y a une nécessité vitale, si on veut avoir une forêt au niveau national, j'entends une forêt performante en termes de qualité, en termes de production et en termes de gestion de façon plus globale. Il faut pouvoir stopper cette problématique autour du morcellement foncier. Pour répondre à cet enjeu économique, le gouvernement veut inciter les petits propriétaires à se regrouper. Dans le cadre d'associations, sous formes diverses d'ailleurs, d'associations de 300 hectares au moins, avec un gestionnaire qui va les accompagner pour mettre en place une sylviculture qu'ils décideront et pour mettre en place un mode de commercialisation qu'ils décideront. Donc l'idée, c'est de faire de l'économie d'échelle pour mieux gérer sa forêt et pour avoir une stratégie de gestion de sa forêt. Une proposition mais toujours pas d'obligation. Alors en attendant, certains petits propriétaires préfèrent accepter des offres plus alléchantes.
Pas pour gérer leur forêt, mais pour la raser. C'est le cas ici, en pleine réserve naturelle. C'est une opération financière, hein. Le propriétaire, on lui propose tant à la louche, hein. Il se dit après tout pourquoi pas, et hop, il laisse faire l'exploitant forestier. En seulement 4 jours, 4 hectares rayés de la carte, sans aucune demande d'autorisation administrative. Dans une réserve naturelle, il y a un règlement qui dit que les coupes sont autorisées, ce qui est tout à fait normal, mais c'est pour les besoins personnels des propriétaires. Or, 4 hectares, on peut s'interroger sur l'immensité des besoins personnels du propriétaire. Maintenant, c'est un terrain qui va devenir de la broussaille avant de se régénérer et de mettre un temps fou pour redevenir un espace forestier. Donc le propriétaire, il a fait une opération financière, mais sur le long terme, c'est absolument pas rentable, quoi. Selon les sources de l'association, le bois coupé a été vendu à la centrale de Pierrelatte. Cette centrale qui a besoin de 150 000 tonnes de bois par an pour chauffer des logements et produire de l'électricité revendue à EDF. Question approvisionnement, la direction veut montrer patte blanche. Effectivement, on a eu vent de quelques opérations où des coupes rases auraient eu lieu et des déforestations sans respect du code de la forêt. Nous, il est important de noter que nos contrats prévoient strictement l'interdiction de faire des coupes rases. Donc nous avons bien sûr la volonté de surveiller. Alors on n'est pas derrière chaque entreprise forestière qui travaille pour nous, mais on est très rigoureux sur le fait que nous sommes là avec une usine qui a une obligation avec EDF, qui s'est engagée avec EDF à lui vendre de l'électricité pendant 20 ans. Et donc nous, on souhaite tout à fait prélever des choses tout en respectant l'environnement dans la forêt. Pourtant, les craintes se multiplient. Toujours sur la commune de Pierrelatte, Caroline Leborgne inspecte les lieux à la recherche de coupes rases. Nous sommes sur un site classé Natura 2000, une zone naturelle d'une grande valeur écologique. Aujourd'hui, de plus en plus, des propriétaires privés sont contactés par des entreprises de forestiers pour acheter leur bois et plus souvent faire des coupes à blanc sur leurs parcelles. Pour l'instant, aucune coupe à blanc n'a encore été détectée, mais la menace est grande. Et c'est des arbres qui sont là depuis pas mal de temps maintenant, et donc ça serait dommage de les couper maintenant. C'est quand même un patrimoine naturel exceptionnel. Malgré les apparences, le bois dans ces forêts a peu de valeur économique, seulement bon pour faire de la plaquette forestière. Néanmoins, à environ 5 € la tonne, sur plusieurs hectares, l'opération financière peut être intéressante. Et impossible d'empêcher le propriétaire de raser une parcelle de moins de 4 hectares. On a des moyens de protection via des lois, mais surtout sur les défrichements, ce qu'on appelle vraiment on coupe et on enlève les souches. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment on coupe, on n'enlève pas le statut boisé de la parcelle. Donc forcément on peut couper, et ça reste une forêt en soi. Forcément c'est plus une forêt, mais administrativement si. Donc il n'y a pas vraiment de moyens administratifs pour empêcher ce genre de coupe. La situation sur Pierrelatte n'est pas un cas isolé. Proche de Tours, plusieurs kilomètres de ripisylves ont été rasés. Ces arbres qui ont un rôle primordial sur la bonne santé des cours d'eau et écosystèmes. Ben voilà, arrachage sauvage à la pince, même pas à la tronçonneuse. Voilà ce qui reste, c'est-à-dire que vous aviez là des arbres, c'est tombé dans l'eau, les berges s'effondrent. Ça n'a pas d'importance, ça rapporte des sous. Il y avait de beaux arbres là, il y avait de beaux arbres, mais les beaux arbres ça les intéressait, quoi. Le reste, le petit bois, allez hop, dans l'eau. La prochaine crue, il va faire un bouchon et ça va être une inondation. Et en plus, ça va encore attaquer les berges. On voit là tous les effets pervers d'une coupe sauvage sur un cours d'eau. Pour cette association, aucun doute.
Ce bois a bien été coupé pour brûler dans une centrale industrielle. On nous a fait admettre l'idée d'une centrale biomasse à Tours de 95 000 tonnes parce que c'est vrai que c'est une bonne idée de développement durable, mais très rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait de la sous-traitance et voilà les effets pervers de la sous-traitance, c'est-à-dire le massacre au bord d'un cours d'eau. Et il y en a eu d'autres et je crains qu'il n'y en ait d'autres dans les années à venir. Retour en région PACA. D'ici quelques mois, 2 nouvelles chaufferies industrielles vont voir le jour. Une à Brignoles, qui aura besoin de 180 000 tonnes de bois par an, et une autre à Gardanne, qui sera de loin la plus grosse centrale du genre en France, avec un besoin de 850 000 tonnes de bois par an. Problème, il y a aussi un autre mastodonte à environ 100 km, à Tarascon. Une papeterie qui engloutit 1 million de bois par an. Du coup, l'inquiétude grandit et l'opposition s'organise, en particulier contre la centrale de Gardanne, détenue par la société E.ON. Nous, on a mis 40 ans pour replanter notre forêt dans les Hautes-Alpes. On a des circuits courts de chaudières bois absolument superbes qui viennent juste d'être mis en place. On a du bois qui est utilisé pour la construction de maisons. Et si jamais le bois est capté, notamment le bois des domaines privés, est capté par ce projet d'E.ON Gardanne, eh bien c'est toute la filière bois des Hautes-Alpes et de la région PACA qui va être déstabilisée et qui mourra dans les années qui viennent. Malgré les multiples demandes auprès de la société E.ON, impossible d'obtenir un entretien. Une chose est sûre, le territoire ne pourra pas fournir tout le bois nécessaire à l'usine, et 50% proviendra de l'étranger. Pour le reste, avec une telle concurrence sur la région, les dommages collatéraux semblent difficiles à éviter.